Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est le nouveau billet philo, un billet philo un peu particulier aujourd'hui puisque je le fais de l'étranger, en l'occurrence de Croatie et plus précisément de la ville de Split. Mais avant toute chose, avant de me lancer dans le billet philo, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et si vous voulez soutenir la chaîne, soutenir les contenus en ligne, la démarche de la chaîne qui est de proposer de la philo de façon gratuite sur des sujets très divers, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très simple. Si vous êtes sur YouTube, il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner qui est juste en dessous de la vidéo. N'hésitez pas aussi à découvrir le site Kailos. Kailos, c'est le nom de ma marque. Vous trouverez le site dans la description de la vidéo. Et sur le site, vous trouverez aussi des contenus gratuits en ligne. Il y a des billets philo que j'envoie régulièrement. Il y a du contenu que je mets en ligne. Donc n'hésitez pas à accéder au site, à découvrir un peu le site et à vous abonner à la newsletter. Là aussi, c'est très simple. Sur le site, il y a un bouton pour s'abonner à la newsletter. C'est quasiment automatique. Vous avez très peu de choses à faire. Je clôt ici la parenthèse personnelle. Alors, nous sommes nous sommes à Split. Alors, Split, c'est une ville qui est liée au pouvoir, qui est liée au pouvoir romain. Et donc, ce billet philo va parler de la question du pouvoir. Je vais souligner deux ambivalences du pouvoir. Il y en a beaucoup d'autres, mais je vais me concentrer sur deux ambivalences du pouvoir que je vais mettre en lumière. Pourquoi est-ce que Split est lié au pouvoir ? C'est une ville qui est liée au pouvoir romain, puisque c'est une ville où a résidé à la fin de sa vie un empereur très célèbre de l'Empire romain, qui était l'empereur Dioclétien. Alors Dioclétien, il était né aux alentours de 244 après Jésus-Christ et il est mort en 311-312. C'est donc un empereur de la deuxième moitié du IIIe siècle après Jésus-Christ. Et alors Dioclétien, il est connu pour de nombreuses choses. Si on veut résumer à grands traits, il est connu notamment pour avoir stabilisé militairement et économiquement l'Empire romain. Toutes ces réformes économiques n'ont pas été des succès, mais on peut dire que son règne, qui a été partagé, d'ailleurs je vais y revenir, son règne a permis de stabiliser l'Empire romain. Il est connu notamment pour avoir inventé le système de la tétrarchie, c'est-à-dire la division du pouvoir en quatre. Pourquoi ? Parce qu'il est l'auteur de la division de l'Empire romain en Empire d'Orient et en Empire d'Occident. C'est très important parce que à la chute de l'Empire romain d'Occident, l'Empire d'Orient, qu'on va appeler l'Empire byzantin, puisqu'il sera centré autour de Constantinople, rebaptisé Byzance. L'Empire byzantin va survivre plus de 1000 ans à l'Empire romain d'Occident et il finira par être, démembré par la prise de Constantinople, de Byzance, de Constantinople par les Ottomans. Donc, il est l'auteur de cette division de l'Empire en Empire d'Orient et en Empire d'Occident. Et le système de la tétrarchie consistait dans le fait que chacun des deux Augustes, donc l'Auguste d'Orient et l'Auguste d'Occident, désignait un César pour le seconder dans la gestion de sa partie de l'Empire. Alors c'est un système qui n'a pas survécu à Dioclétien puisqu'après sa mort, du fait de luttes pour le pouvoir et notamment des prétentions de Constantin, ce système finalement a périclité. Dioclétien est aussi tristement connu pour ses persécutions contre les chrétiens. Il y a notamment 4 édits célèbres qui avaient été émis en 304-305 contre le culte des chrétiens. Les chrétiens étaient persécutés. Pourquoi ? Parce que ils s'opposaient à la reconnaissance de la personnalité divine de l'empereur. Et donc, par plusieurs édits, ils ont été persécutés. On a empêché leur culte. On les forçait à consentir à des sacrifices qui faisaient partie des cultes des autres dieux à l'époque. Et on brûlait leurs livres et leurs églises. Alors pourquoi est-ce que Split est lié à Dioclétien ? Parce que Dioclétien, à la fin de sa vie, en 305, abdique. Il abdique son pouvoir, chose rarissime. C'est le seul d'ailleurs à avoir abdiqué son pouvoir, seul empereur romain à avoir abdiqué son pouvoir avant le terme de sa vie. Et il est venu résider ici à Split, qui s'appelait pas Split, à l'époque c'était Spalatum. En italien, ça donnait Spalato. Il s'était fait construire une magnifique résidence impériale en forme de forteresse. Et je suis d'ailleurs près de l'une des portes, la porte dorée, et près de l'une des statues célèbres de Split, qui est la statue dédiée à l'évêque Grégoire de Nîmes, qui est un évêque du Xe siècle, un évêque croate.
Et donc Dioclétien est venu passer les dernières années de sa vie ici dans ce magnifique palais. Et ce palais finalement est devenu la ville de Split. Pourquoi ? Parce que après la fin de l'Empire romain d'Occident, au moment des invasions slaves, quand une partie des Slaves sont venus sur la côte dalmate, les personnes qui habitaient la grosse ville de l'époque, qui était la capitale de la Dalmatie, qui était Salona. D'ailleurs, Dioclétien était issu des environs de Salona, ont fui devant l'arrivée de ces invasions de Slaves, se sont réfugiés dans le palais de Dioclétien et aux alentours, ont profité des fortifications, ont renforcé ces fortifications, ont transformé l'intérieur en habitation et finalement c'est devenu une ville fortifiée. Alors, la fin de Dioclétien fait penser d'ailleurs à la fin d'un autre empereur célèbre, plusieurs siècles plus tard, dans un tout autre contexte, c'était le contexte chrétien, puisque Charles Quint, qui était l'empereur qui lui avait la prétention de renouer avec l'empire catholique, universel, Charles Quint avait aussi abdiqué à la fin de sa vie au profit de son fils Philippe. Il s'était retiré d'ailleurs dans une région d'Espagne, en Estrémadour, dans un monastère pour se consacrer à la prière, à l'écriture, correspondance épistolaire, la lecture, et aussi, aussi les soins, puisque c'était quelqu'un qui avait toujours été malade et qui était devenu encore plus malade à la fin de sa vie. Donc, je clôt ici la parenthèse. Split, c'est une ville qui est marquée par ce pouvoir romain, marquée par ce palais, cette citadelle construite par Dioclétien, qui contenait son mausolée, et le mausolée a été transformé en cathédrale. Il est surplombé par un magnifique clocher. Je mettrai quelques images du haut du clocher qui surplombe le mausolée, l'ex-mausolée de Dioclétien, transformé en cathédrale. Et donc c'est une ville qui a été d'une certaine façon marquée par le pouvoir de l'Empire romain, et dont on peut voir les vestiges, et notamment certaines parties des anciennes murailles du palais. Là, je suis à l'extérieur des murailles qui constituent véritablement le cœur de la vieille ville de Split. Alors je termine ici la parenthèse culturelle et j'en viens à l'objet de ce billet philo qui est double. Je voudrais souligner deux ambivalences du pouvoir. Il y a bien des ambivalences dans la question du pouvoir, de la détention du pouvoir ou de l'exercice du pouvoir. J'aimerais souligner deux ambivalences. La première ambivalence, ça va être la question de la sécurité. On associe souvent le pouvoir à une garantie de sécurité, à une sûreté, à une garantie à la fois de confort et à la fois de protection vis-à-vis des dangers. Or, il se trouve que non seulement la détention du pouvoir ne permet pas d'échapper à la vicissitude du sort humain, ne permet pas d'échapper aux affres des souffrances de l'existence, mais parfois expose à plus de vulnérabilité dans l'existence. Une anecdote célèbre nous le démontre, c'est l'anecdote qui concerne Denis de Syracuse. Denis de Syracuse, c'était un tyran célèbre de l'Antiquité, un tyran qui habitait donc la Sicile. Et son histoire nous est racontée notamment par Cicéron dans ses Tusculanes. On trouve ça dans le livre 5, dans les chapitres notamment 20 à 22. Et Cicéron raconte les tourments de cette personne qui exerçait un pouvoir tyrannique, un pouvoir autoritaire, brutal, violent et cruel, injuste. Et donc Denis de Syracuse, qui détenait ce pouvoir, pouvait sembler bénéficier, et c'était le cas d'ailleurs, de grandes richesses, d'un grand luxe, d'un sort en apparence très enviable, mais en réalité était perclus d'angoisse, d'anxiété sur le fait qu'on pouvait l'assassiner, on pouvait prendre sa place, notamment parce que son pouvoir était brutal, violent et injuste, et aussi tout simplement parce qu'il détenait le pouvoir, et que donc quelqu'un pouvait vouloir se substituer à lui, le renverser pour prendre son pouvoir. Et Cicéron nous raconte des anecdotes. Alors on ne sait pas si tout est vrai, mais en tout cas elles sont saisissantes. Par exemple, il avait peur de confier le rasoir pour qu'on lui rase la barbe à un barbier. Alors il faisait en sorte que ce soit ses filles qui lui coupent la barbe. Et puis une fois que ses filles avaient grandi, il avait peur même de leur confier le rasoir. Et donc il leur avait appris à lui couper la barbe en lui brûlant des parties de la barbe.
comment dirais-je, il logeait ses maîtresses dans des maisons qui étaient entourées de fossés. Il s'y rendait par un petit pont de bois. Il se livrait avant ses ébats avec ses maîtresses à une inspection globale de la chambre où il allait, comment dirais-je, se livrer aux voluptés avec elles. Donc il était percu d'angoisse. Il y a d'autres anecdotes célèbres. Il s'adressait uniquement à la population depuis le haut d'une tour. Une fois, on dit qu'il avait confié son sabre ou son épée à quelqu'un et qu'une personne avait fait remarquer que finalement l'esclave ou le fidèle à qui il avait confié son épée pouvait très bien en profiter pour le tuer, ce qui avait fait que la personne qui avait l'épée entre les mains avait esquissé un sourire finalement à cette idée, et il avait tué les deux personnes, celui qui avait fait la remarque et celui qui tua l'épée, parce qu'il n'avait pas supporté l'idée finalement qu'on puisse mettre fin à ses jours. Donc un personnage comment dirais-je, violent, tyrannique, cruel, et qui était finalement qui avait toujours peur qu'on renverse son pouvoir, qui vivait dans une sorte de paranoïa. Ça fait penser d'ailleurs à certains tyrans du XXe siècle, je pense notamment à Staline. Et qui regrettait d'ailleurs une absence d'amitié, parce que pour avoir de vrais amis, il faut converser, avoir des confidences et une confiance dans des personnes qui soient libres, pas des personnes simplement qui soient vos affidés, vos serviteurs, ou qui soient dans une position subordonnée, servile, position de suggestion vis-à-vis de vous. Cicéron raconte une anecdote sur son regret de ne pas connaître de véritables amitiés. Je vous laisse découvrir ça dans son texte. Et donc, on a cette peinture finalement de cette personne de pouvoir qui vit dans une forme de misère morale, dans une angoisse, et qui ne jouit pas du pouvoir. Et une anecdote particulière nous est donnée par Cicéron, elle est très célèbre, c'est celle qui concerne son orfèvre, son joaillier, Damoclès, qui était l'un de ses courtisans, un flatteur, un flagorneur. Et Damoclès faisait l'éloge de Denis, de son pouvoir, et Denis l'avait pris au mot, il lui avait dit « Mais est-ce que ça te dit finalement d'occuper ma place, le temps d'un souper, le temps d'un repas ?» Et évidemment, Damoclès était très flatté, avait dit « Mais bien sûr, j'en serais ravi ». Et donc Denis l'avait fait s'asseoir sur un lit d'or. À l'époque, dans les banquets grecs et puis aussi chez les Romains, on mangeait alité. Il était entouré de draperies, il était servi par des esclaves tous plus beaux, toutes plus belles les unes que les autres, des mets délicieux. Et à un moment, Damoclès leva la tête et constata qu'une épée était en suspension et qu'elle était tenue uniquement par un crin de cheval au-dessus de sa tête, et que donc il suffisait que ce crin se rompe pour que l'épée le pourfende. Et donc Damoclès avait demandé à ce moment-là à Denis d'être libéré finalement de cette place qu'il occupait, et s'était rendu compte que finalement tous les plaisirs qu'il pouvait goûter avaient perdu tout leur goût en raison de ce danger, de cette angoisse, de cette peur, de cette anxiété, de de cette alerte sur sa vie. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que finalement non seulement Denis, qui était une personne qui détenait le pouvoir, vivait dans une forme de misère morale, mais en plus d'une certaine façon les plaisirs qu'il pouvait goûter, il ne pouvait pas réellement en jouir, ou pas en toute quiétude. Et Cicéron d'ailleurs dans le chapitre 23 de ce livre 5 se plaît à comparer le sort de Denis et le sort d'un autre compatriote à lui, qui était Archimède, le célèbre mathématicien. D'ailleurs, Cicéron se vante d'avoir retrouvé son tombeau à Syracuse, puisque Cicéron dit qu'il connaissait les vers qui étaient gravés sur sa tombe, qu'il savait qu'il y avait un cylindre et une sphère au-dessus du tombeau d'Archimède. Et ce tombeau entièrement délaissé, Cicéron dit l'avoir retrouvé et avoir rendu finalement hommage à ce célèbre personnage, que même les Syracusains, avaient oublié la localisation du tombeau. Et Cicéron dit, mais finalement entre ces deux personnes, entre Denis et Archimède, il y a une disparité qui est énorme, puisque Archimède s'était livré au plaisir de la connaissance, aux délices du savoir, et peut-être aussi à la vertu. Et Cicéron dit, mais entre le mathématicien et le tyran, il n'y a pas photo, si j'ose dire. C'est le sort du mathématicien qui était à préférer. Se livrer à la connaissance, se livrer à la vertu, c'est ça la clé du vrai bonheur, de la sagesse et de la quiétude dans la vie. Donc première ambivalence du pouvoir, la détention du pouvoir n'est pas, malgré son luxe, malgré l'apparente protection dont il jouit, finalement parfois expose à plus de vulnérabilité, d'angoisse et d'inquiétude, ne permet pas de goûter les plaisirs dont pourtant on pourrait jouir, et finalement expose parfois à une grande misère morale. Alors deuxième ambivalence concernant le pouvoir que j'aimerais souligner, on saute plusieurs siècles et on en vient à cette question du pouvoir comme synonyme de liberté. Plus on a de pouvoir, plus on a d'attributs, plus on a
de prérogatives, plus on pense jouir d'une grande liberté. C'est vrai qu'on n'obéit à personne, on a le pouvoir de commander, on se fait même obéir. On est, comment dirais-je, libéré, affranchi de toute autorité à laquelle on devrait se soumettre. Donc c'est vrai en première intention, c'est vrai en première apparence, mais Rousseau nous dit dans un ouvrage célèbre qu'en réalité, la recherche de pouvoir, la quête de pouvoir, l'ambition expose finalement à devenir servile. Il dit ça dans le fameux ouvrage qui s'appelle « Les lettres écrites de la montagne », dans le livre 8 des lettres écrites de la montagne. C'est un ouvrage de 1764, c'est un ouvrage un peu particulier parce qu'il répond à un autre ouvrage qui était un ouvrage de Jean-Robert Tronchin, qui s'appelait « Les lettres écrites de la campagne », qui avait paru un an avant, en 1763. La circonstance est célèbre. Rousseau avait fait paraître quelques années avant, en 1762, son ouvrage sur l'éducation, Émile, et son ouvrage du contrat social. Il avait été menacé d'arrestation, de prise de corps en France, et donc il avait voulu fuir et se réfugier à Genève, dont il était citoyen, et puis la République de Genève lui avait interdit l'accès à la ville. Des amis à lui avaient fait un recours devant le Petit Conseil, et le procureur général de la ville de Genève, Jean-Robert Tronchin, avait refusé à Rousseau l'accès. Rousseau avait voulu d'ailleurs rendre sa citoyenneté de citoyen genevois, et par dépit, il avait répondu à Jean-Robert Tronchin dans cet ouvrage célèbre. Et dans le 8e livre, ou dans le 8e chapitre, si vous voulez, de ces lettres écrites de la montagne, Rousseau s'occupe notamment de la question de la liberté. Et il affirme la chose suivante: quiconque veut être maître ne peut pas être libre. Régner, c'est obéir. Pourquoi ? Parce qu'il y a d'un côté les rapports de pouvoir et de l'autre côté les rapports de liberté. Les rapports de pouvoir, c'est des rapports de coercition, de force, de soumission, de suggestion, de subordination, d'inégalité. Les rapports de liberté sont des rapports fondés sur la justice, sur la légitimité, sur le droit, sur l'exercice des droits qui sont égaux, qui doivent donc être partagés, et donc la limite de la liberté des uns est le début de l'exercice de la liberté des autres, et inversement. Et donc ce sont des rapports de légitimité d'un côté, et les rapports de pouvoir ne sont pas forcément des rapports de légitimité, et en tout cas ne sont pas des rapports de liberté. Et donc quand on veut être le maître de quelqu'un d'autre, quand on veut l'assujettir, on n'est pas dans un rapport de liberté, on n'est pas libre soi-même. On peut évidemment ne pas obéir à quelqu'un d'autre, on peut se faire obéir, mais on n'est pas dans un rapport de liberté qui est un rapport de droit, un rapport de légitimité. Et Rousseau envoie une petite pique à Jean-Robert Tronchin, il s'adresse à lui, il dit « Vos magistrats, je le cite, savent cela mieux que personne, eux qui comme Othon ne mettent rien de servile pour commander. » Alors, les magistrats, c'est les magistrats de la ville de Genève, et Othon, c'est une référence à l'Antiquité, c'était un personnage tristement célèbre de l'Antiquité. Il avait été empereur d'ailleurs quelques mois durant l'année 69. C'est un personnage peu recommandable qui, disait-on, utilisait tous les moyens pour parvenir à ses fins, un intrigant, un flatteur, un flagorneur, qui avait réussi à se hisser quelques mois au poste d'empereur avant de connaître une fin funeste. Et donc Rousseau dit, mais finalement pour commander on fait des choses très serviles. Et là il fait une note qui est très célèbre, que je vais vous citer, je vais la commenter très rapidement, je ne veux pas que ce billet philo ne soit trop long, puis je vais visiter quand même la ville de Split, j'ai quand même un petit peu de temps qui va être dévolu à ma visite. Il fait cette lettre célèbre et il s'adresse à Tronchin, enfin en tout cas il fait référence à Jean-Robert Tronchin, et dit la chose suivante. Selon l'auteur des lettres, c'est Jean-Robert Tronchin, c'est les lettres écrites de la campagne, selon l'auteur des lettres, les hommes craignent encore plus d'obéir qu'ils n'aiment à commander. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Jean-Robert Tronchin, qu'il cite, dit finalement les hommes sont plus attachés à leur liberté qu'ils ne sont attachés au pouvoir. Et là, Rousseau dit non. Au XVIIIe siècle, dans une société aussi corrompue qu'est la sienne, les personnes ont perdu le goût de la véritable liberté et sont prêts, pour acquérir du pouvoir, à faire toutes les servilités possibles. Et donc il poursuit, il se réclame d'un historien célèbre de l'Antiquité qui était Tacite. Il dit la chose suivante: Tacite en jugeait autrement et connaissait le cœur humain. Et là, il dit quelque chose de très fort dans les phrases suivantes, c'est qu'il dit en fait finalement quand on cherche le pouvoir, quand on veut le pouvoir finalement, on est conduit à obéir d'abord à des gens qui sont au-dessus de nous parce qu'on gravit les échelons du pouvoir, et pour commander à des personnes qui sont au-dessus de nous, il faut obéir à des personnes qui sont au-dessus de nous, donc on est à la fois au-dessus de certaines personnes et en dessous d'autres personnes, et puis ça développe une propension à la flatterie, la flagornerie, la soumission, la suggestion. Il dit la chose suivante: il n'y a qu'à voir comment se comporte le comportement des nobles dans les monarchies.
Et il fait référence aussi au comportement des valets. Il dit la chose suivante: si la maxime était vraie, la maxime de Tronchin, les valets des grands seraient moins insolents avec les bourgeois et l'on verrait moins de fainéants ramper dans la cour des princes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement les valets des grands aristocrates de l'époque, qui étaient pourtant en position de suggestion, de subordination, c'était les serviteurs de grands personnages, se rengorgeaient du prestige de leur maître pour mépriser les bourgeois qui n'obéissaient eux à personne, qui n'étaient pas dans une position de suggestion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement ces valets qui étaient en position de soumission étaient contents d'obéir à un maître prestigieux et en tiraient du prestige de cette position de soumission, pour peu que leur maître ait, comment dirais-je, beaucoup de prérogatives. Et quant aux fainéants qui rampaient dans les cours des princes, il fait référence à tous les flatteurs qui veulent du pouvoir, qui veulent des prébendes, des postes, et qui sont prêts pour cela à avoir, comment dirais-je, l'échine souple et à faire des courbettes dès que c'est possible. Et il ajoute une phrase qui est magnifique, qui est vraiment, on pourrait, elle est lapidaire, on pourrait la graver dans la pierre. Il dit la chose suivante: il est peu d'hommes d'un cœur assez sain pour savoir aimer la liberté. Tous veulent commander à ce prix, nul ne craint d'obéir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on veut commander, plutôt que d'être libre, quand on veut soumettre des gens à notre pouvoir, on est prêt, pas à toutes les turpitudes, mais quand on a les dents qui rayent le parquet, quand on est prêt à tout pour le pouvoir, on développe une propension à la soumission envers des personnes envers lesquelles on va devoir s'assujettir pour conquérir une partie du pouvoir. Et donc Rousseau dit la chose suivante: un petit parvenu se donne 100 mètres pour acquérir 10 valets. Et dans la fin de cette note qui est très célèbre, qui est magnifique, que je vous conseille de lire si vous ne la connaissez pas, il oppose la noblesse de cœur à la noblesse de cour. La noblesse statutaire, le statut nobiliaire aristocratique de son époque, à la véritable noblesse de cœur qui est l'attachement pour la véritable liberté. Et il dit la chose suivante: il n'y a qu'à voir le comportement des nobles dans les monarchies, avec quelle emphase ils répètent ces mots de service et de servir, combien ils s'estiment grands et respectables quand ils peuvent avoir l'honneur de dire « le roi mon maître ». Donc c'est pas un service au service de l'intérêt général. Là, il fait référence à des personnes qui sont des grands aristocrates et qui pourtant, malgré leur position éminente, sont contents d'être au service d'un maître, de quelqu'un qui les domine. Et il dit la chose suivante: il n'y a qu'à voir, comment dirais-je, je me souviens plus exactement de la fin de la note, mais combien il méprise des républicains qui ne sont que libres et qui pourtant sont plus nobles qu'eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que du fait de leur position aristocratique, ils méprisent des gens qui sont des républicains, qui vivent sous des lois communes, qui ne sont soumis à personne, parce qu'ils ont un statut aristocratique, mais finalement ils sont toujours les sujets d'un maître qui est le roi, auquel ils obéissent, et ils méprisent des personnes qui en fait ne sont en quête que de liberté. Donc opposition entre la noblesse de cour et la noblesse de cœur. Voilà, je clôt là ce billet, j'espère ne pas avoir été trop long. 2 ambivalences du pouvoir. La première, c'est que le pouvoir ne donne pas toujours la protection, la sécurité que pourtant il semble promettre, parce qu'il expose à des turpitudes, il expose à des dangers, il expose à une misère morale, il expose à des alertes, à des alarmes qui font que les plaisirs auxquels on peut se livrer quand on a tout pouvoir finalement sont gâtés par ce sentiment d'inquiétude. Puis deuxième ambivalence, ce pouvoir qui est synonyme de conquête de liberté, d'être affranchi en fait finalement vis-à-vis de toute autre personne, de pouvoir commander et même se faire obéir. Ce pouvoir, cette quête de pouvoir finalement finit par avilir l'âme, la servir, et même quand on a un poste éminent comme avaient les grands aristocrates de l'époque de Rousseau, on se rengorge encore d'être le serviteur d'un maître. Merci à vous. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous demande de le faire si vous appréciez la philo, le contenu gratuit de la chaîne. Ça permet de soutenir le développement de la chaîne tout simplement, de contribuer à sa visibilité. N'oubliez pas de découvrir aussi le site kailos.fr, de vous abonner à la newsletter. Il y a un petit bouton sur le site qui vous permet de le faire. Voilà, je serai ravi de vous retrouver pour un prochain billet philo. J'espère que là où vous êtes, vous vous trouvez bien, vous vous portez bien. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Merci de votre attention. À bientôt.